Bonsoir à tous. La soirée va se passer en deux temps. Après quelques mots d'introduction rapide pour nous présenter et présenter le thème de ce soir, je laisserai la parole à Agnès Blocher. Et puis ensuite, on aura donc un temps d'échange, de questions-réponses. Vous pouvez donc utiliser le chat en bas de l'écran pour y inscrire des questions que vous avez pour cette soirée. Puis on en prendra quelques-unes tout à l'heure pour y répondre. Euh, et puis à la fin, il y aura quelques annonces et puis je prierai pour conclure la soirée. Donc rebonsoir à tous. Alors nous ici, on ne vous voit pas, mais on croit que vous êtes là. Merci pour votre présence, pour ce Zoom théologique. Je m'appelle Sylvain Lombé, je travaille comme aumônier ici à l'Institut biblique de Nogent et on m'a chargé d'introduire ce Zoom théo qui a pour thème, pour titre, violence intrafamiliale, même dans nos églises, point d'interrogation. Intrafamiliale, c'est-à-dire au sein de la famille. Et donc c'est Agnès Blocher qui va développer ce thème en lien avec son expérience de psychologue clinicienne. Et nous la remercions d'avoir accepté d'aborder ce thème avec nous ce soir. Alors Agnès m'a précisé qu'elle parlerait essentiellement des violences entre parents et enfants et dans la fratrie, pas tellement des violences conjugales. Ça pourrait faire l'objet d'une soirée, d'un thème à part entière. Donc le thème qui nous occupe ce soir, c'est violence intrafamiliale, même dans nos églises. Point d'interrogation. Un thème malheureusement d'actualité. Dans un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur datant d'il y a un an, 17 janvier 2025, on trouve le constat suivant, je cite, en 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 82 800 victimes de violences intrafamiliales non conjugales. On parle de 63 000 victimes de violences physiques et 19 000 victimes de violences sexuelles, essentiellement de nature physique. Alors quand on dit violence intrafamiliale non conjugale, ça veut dire que si on ajoute les 270 000 victimes de violences conjugales recensées en 2023 également, on arrive au chiffre de 350 000 victimes de violences au sein de la famille. Alors on pourrait se dire et croire que les familles chrétiennes, y compris évangéliques, échappent à ces statistiques, mais ce n'est pas le cas. Euh, et nous le savons, enfin, nous en avons une idée, hein, la violence au sein de la famille ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier. Euh, c'est dès le 4e chapitre de la Genèse qu'on trouve l'origine de la violence au sein de la famille, lorsque Caïn, vous le savez, décide d'éliminer son frère, qui est devenu pour lui un rival. Caïn qui a laissé le péché le dominer au lieu de dominer sur lui. C'est le premier homicide volontaire, premier fratricide. On trouve ensuite dans le récit un autre crime, celui de Lémec, dans le même chapitre, qui justifie sa violence envers les enfants. C'est le premier infanticide. Alors on pourrait encore se dire, bon, ben ça c'est la lignée de Caïn qui a été maudite, c'est normal d'une certaine manière qu'on y trouve de la violence. Mais que dire alors de la rivalité entre Ésaü et Jacob, par exemple? Alors effectivement, elle n'a pas abouti au meurtre comme Caïn et Abel, mais on n'en est pas passé loin quand même. Il a fallu que Jacob s'enfuit pour échapper à la vengeance de son frère. Et puis, on peut se dire, mais d'où vient finalement cette rivalité fraternelle, si ce n'est de ce que les parents, Isaac et Rebecca, avaient chacun leur fils préféré? On peut se dire que ça a quand même joué dans les relations intrafamiliales.
Que dire de la guerre sentimentale que se livre Léa et Rachel pour l'amour de Jacob, qui lui aussi fait des préférences entre ses femmes, puis entre ses fils, avec Joseph, son chouchou? Que dire de la malveillance de Laban, l'oncle de Jacob, qui l'a exploité pendant 20 ans? Que dire de la violence de Siméon et Lévi dans l'affaire du viol de Dina, leur sœur, Genèse 34? Ces mêmes hommes qui veulent tuer Joseph, leur propre frère, alors ils vont finalement le vendre à des marchands de passage, Genèse 37. Que dire encore de l'attitude méprisante de Judas envers sa belle-fille Tamar, Genèse 38. On pourrait sans doute encore allonger la liste et se dire, mais non, la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec laquelle Dieu a fait alliance, pourtant, n'a malheureusement rien à envier à la lignée de Caïn en termes de violence intrafamiliale. Et il suffit d'ouvrir le Nouveau Testament, notamment les Épîtres, pour constater que les prescriptions dans le Nouveau Testament concernant la vie de couple et de famille montrent que dans les familles chrétiennes et dans l'Église, cette question des violences est toujours d'actualité. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, le comportement des chrétiens, le comportement de l'Église n'a malheureusement rien à envier à la violence des hommes et des femmes de notre temps. Alors que nous sommes censés donner un modèle d'amour et de sainteté en Christ, alors quand bien même Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, il nous faut encore apprendre à résister au péché qui est encore tapi dans l'ombre de nos cœurs. Ce péché qui est prêt à faire de nous sa proie pour que nous voyions notre conjoint, notre enfant, notre frère ou notre sœur dans la foi, bref, notre prochain, comme un ennemi et non comme un autre humain créé en image de Dieu comme nous. D'où l'intérêt, me semble-t-il, peut-être même la nécessité d'aborder ce thème ce soir. Merci donc à Agnès de prendre ce temps de la réflexion avec nous. Nous allons suivre avec intérêt votre intervention pour la moitié de notre temps environ. Et puis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous aurons un temps de questions-réponses, d'échanges. Je vous rappelle que vous pouvez glisser vos questions sur le chat du Zoom. Et puis, on aura ensuite quelques annonces et on conclura par la prière. Voilà, Agnès, je passe la parole. Merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Je profite de l'occasion pour remercier aussi l'Institut biblique pour cette invitation et pour la confiance qui m'est faite. Et puis merci à vous tous qui êtes là, qui avez avancé ou retardé votre dîner, je ne sais pas, mais en tous les cas qui êtes présents pour être ensemble et réfléchir sur ce sujet des violences intrafamiliales. Donc, je dirais quelques mots de mon parcours, ce sera rapide. Donc, comme Sylvain le disait, je suis donc psychologue clinicienne. J'ai exercé pendant 25 ans en protection de l'enfance auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes majeurs. Donc, en raison des violences graves subies en famille, ces jeunes et ces enfants étaient placés, retirés de leur famille par le juge des enfants pour les protéger. En parallèle de cet exercice professionnel, j'ai donné pendant plus de 10 ans des cours de développement de la personnalité à l'Institut biblique. Dans cette salle même où on est ce soir, ça me fait un peu drôle d'ailleurs d'être de nouveau parmi vous ici. Et j'ai, en même temps que les cours que je donnais, j'assurais les entretiens aussi auprès d'étudiants qui le souhaitaient, donc des entretiens individuels. Aujourd'hui, j'ai arrêté mon activité institutionnelle et j'exerce à temps partiel une activité de thérapeute en libéral. Alors, nous nous pencherons dans un premier temps sur la nature des violences intrafamiliales et sur leur contexte, savoir exactement de quoi on parle.
Dans un deuxième temps, nous en verrons les conséquences physiques, les conséquences psychologiques à court, moyen, long terme. Et enfin, je terminerai en évoquant quelques pistes pouvant nous aider dans l'accompagnement de ces problèmes dans nos églises, car nos églises sont aussi concernées par le sujet. Alors là, je vais sauter tout mon paragraphe puisque Sylvain me l'a pris. Je parlais de Caïn, d'Abel, de Jacob. Voilà. Donc je saute. Donc effectivement, dans la Bible, les premières familles sont touchées de plein fouet par les violences intrafamiliales. Alors, première partie, les violences intrafamiliales, de quoi parle-t-on? Il est important de préciser le cadre auquel nous nous référons pour aborder ce thème. Alors là, il s'agit du cadre légal défini par les codes pénals et civils qui régissent notre pays. Lorsqu'on parle de violence intrafamiliale, l'article 371-1 du Code civil est en effet incontournable car c'est lui qui définit précisément les droits et les devoirs des parents. Ces droits et devoirs parentaux sont rassemblés sous le terme d'autorité parentale. Je vous cite l'article parce que c'est quand même important de l'avoir en mémoire. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, et pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique, verbale ou psychologique. Alors cette dernière phrase, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique, verbale ou psychologique, émane de la loi du 10 juillet 2019, donc c'est pas si vieux que ça, et cette loi interdit explicitement les violences éducatives, considérant que la violence ne constitue pas un mode d'éducation. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de violence? Violence au pluriel, il n'y en a pas qu'une, hein. Alors, ce sont les violences physiques. Alors, ça va de la simple, j'aime pas trop ce mot, mais on le dit souvent, de la simple gifle ou fessée aux sévices corporels les plus durs et les plus humiliants. Euh, on a aussi les violences psychologiques qui sont assez nombreuses, qui regroupent les agressions verbales, les moqueries, les dévalorisations, le rejet, les menaces, le chantage affectif, la manipulation, l'aliénation de la pensée. Ça en fait beaucoup, mais c'est important de savoir exactement, parce qu'on parle beaucoup de violences psychologiques, hein, mais de savoir exactement ce que ça revêt aux yeux de la loi aussi. L'aliénation de la pensée, donc les injonctions paradoxales. Alors, c'est quoi une injonction paradoxale? C'est par exemple une mère qui dit à sa fille, mais enfin, sois sûre de toi, ma pauvre fille. Donc là, dans l'injonction paradoxale, quoi qu'on fasse, dans les deux termes de l'injonction, on désobéit. Donc on est coincé. Et donc, dans les violences psychologiques interviennent aussi les exigences éducatives disproportionnées en fonction de l'âge de l'enfant. Après les violences physiques et les violences psychologiques, on nomme les violences sexuelles, définies légalement comme étant toute utilisation du corps d'un enfant pour le plaisir d'une personne plus âgée que lui, quelles que soient les relations entre eux, et cela même sans contrainte ni violence. Et enfin, le terme de violence comprend les négligences lourdes. Ce sont les carences ou les absences majeures de soins, de nutrition, l'abandon physique et ou affectif. Alors, le droit pénal définit les violences intrafamiliales, il rajoute la définition d'intrafamiliale, comme toute forme de violence commise par une personne liée par les liens familiaux. Alors, évidemment, les parents,
Souvent maintenant, avec les familles recomposées, les beaux-parents sont impliqués, les frères, les sœurs, les grands-parents aussi, sont pas des moindres, les oncles, les tantes, les cousins, voilà. Je, je passe sur tous les liens familiaux qui peuvent exister. Alors, dans quel contexte se produisent ces violences intrafamiliales? Alors, vous avez d'abord le dérapage. Alors, le dérapage, qu'est-ce que c'est? Ce sont les parents qui sont débordés, qui vivent une violence de crise, épuisés après une journée de travail difficile, le manque de sommeil, pris dans un quotidien qui soudain les dépasse, ils n'en peuvent plus, ils voient rouge. Et les transgressions de leur enfant, qu'ils gèrent à l'habitude avec une autorité à la fois cadrante et bienveillante, ben, ça ne fonctionne plus. Alors, comme on le dit familièrement, ils pètent les plombs. Et le coup part, soudain, avant même qu'ils en aient eu conscience. C'est souvent en voyant la stupéfaction puis la peur dans les yeux de leur enfant que leur colère retombe aussi soudainement qu'elle est apparue. Et là, le parent se demande ce qu'il lui a pris, il s'en veut, il regrette son geste, il cherche à réparer son dérapage. Là, il s'agit d'un acte qui n'est ni voulu, ni revendiqué, ni justifié, ni banalisé. C'est un dérapage ponctuel et comme tel, isolé. Après le dérapage, vous avez les violences éducatives. Alors, la loi française les désigne sous le terme de violence éducative ordinaire. Alors, ordinaire accolé à violence, moi, ça me choque toujours un peu, mais il est dans le texte législatif pour souligner la fréquence et la banalisation qui accompagnent le plus communément ce type de violence intrafamiliale. Ici, la violence parentale est érigée en principe éducatif pour le bien de l'enfant. L'enfant doit être dressé à obéir au doigt et à l'œil comme un bon petit soldat. Dans ce contexte, il existe une contradiction importante entre l'attachement effectif du parent pour son enfant et sa dureté éducative. La violence comme composante de l'éducation se manifeste le plus souvent par les punitions physiques douloureuses et répétées. On trouve ces violences éducatives dans un contexte familial souvent rigide, exigeant, davantage porté sur le découragement des défauts que sur l'encouragement des qualités. À titre d'exemple, pour sortir un petit peu de la théorie, je me souviens d'une famille évangélique de plusieurs enfants, parmi lesquels des garçons pleine vie. En plus, il y avait peu de différence d'âge entre eux. Quand l'un d'eux avait transgressé les règles familiales dans la journée, la mère attendait le retour du père le soir et lui disait ce qui s'était passé. Alors le père convoquait le fils incriminé dans son bureau, fermait la porte, détachait son ceinturon. Je vous laisse imaginer la suite. La violence éducative porte ainsi en elle une contradiction très déroutante pour l'enfant, parce que la main qui caresse, c'est aussi la main qui fait mal. Le parent dit l'aimer, mais le fait souffrir pour son bien. Je sais bien que le proverbe dit que la crainte du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que la crainte des coups d'un parent peut constituer le fondement d'une vie affective équilibrée? Les observations cliniques auraient plutôt tendance à démontrer le contraire. Cette forme d'éducation, on peut presque parler de dressage, est génératrice chez l'enfant d'insécurité affective, de troubles de l'attachement, de méfiance, de honte et de culpabilité. Il est bien difficile, à l'heure des choix spirituels, de se représenter la grâce divine quand on a été éduqué ainsi. Et là, je pèse mes mots.
Après le dérapage et les violences éducatives, arrive en dernière position la maltraitance familiale. Alors, c'est sans aucun doute possible la forme la plus choquante, la plus hermétique à la compréhension. On abandonne souvent là le terrain du rationnel pour entrer dans celui de la pathologie. La maltraitance, elle aussi, est définie par le Code de l'action sociale et des familles comme tout acte portant atteinte au développement, à la santé, aux droits et aux besoins fondamentaux d'un mineur, le mineur étant dans une situation de dépendance ou de confiance. Sur le plan psychologique, la maltraitance désigne un système organisé de destruction de l'enfant. Alors, un peu difficile à imaginer, penserez-vous. C'est tout à fait juste, car on est là dans l'impensable, dans l'irreprésentable. Et pourtant, les infanticides n'existent pas que dans les films ou les romans noirs. En préparant cette intervention, deux exemples me sont revenus à l'esprit à propos de la maltraitance exercée sur les enfants au sein des familles. Le premier se passe dans une famille évangélique. Pour punir sa fille de 9 ans de se lever la nuit pour aller aux toilettes, ce qui est formellement interdit dans cette famille, sa mère la met sur le trottoir en pleine nuit, en chemise de nuit, et referme la porte à clé derrière elle, laissant la fillette dehors. Le deuxième exemple concerne une famille qui ne fait pas spécialement profession de foi. Un père, trouvant que son fils le regarde un peu méchamment, l'oblige à grimper sur le toit de la maison et à y rester en équilibre jusqu'à ce que le père décide que c'était suffisant. Ce ne sont pas des exemples inventés. Vous voyez là la disproportion, l'aberration et la mise en danger que constituent ces punitions en regard de la transgression supposée de l'enfant. Hervé Bazin, dans son livre Vipère au point, qui a donné lieu à plusieurs films, en donne une puissante illustration. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de Folcoche, magnifiquement interprété par Catherine Fro. Dans ces familles à transactions maltraitantes, l'enfant doit expier le simple fait d'exister. Il doit demander pardon pour une faute qui n'existe que dans l'esprit de ses parents. Vous avez là le ressort même de la relation maltraitante. Le parent cherche la soumission totale de l'enfant à son pouvoir arbitraire. Il veut lui faire du mal. Et les pulsions sadiques ne sont jamais très loin. Le parent, père ou mère, éprouve alors de la jouissance devant la souffrance de son enfant. Alors bien sûr, ce sont des familles profondément dysfonctionnelles et l'enfant y occupe une place bien particulière, il y occupe la place de bouc émissaire. Avant lui, tout allait bien. Depuis qu'il est là, tout va de travers. Il porte la poisse. Le parent, se sentant persécuté par lui, se pense légitimement en droit de se défendre et de lui faire tout le mal qu'il veut. De ma pratique en protection de l'enfance, je garde encore en mémoire une mère particulièrement violente envers sa fille de 10 ans, que son père avait violée pendant plusieurs années avec sa complicité. En entretien, la mère, continuant à maltraiter verbalement sa fille, j'interviens pour protéger l'enfant. Et alors, non seulement la mère dénie toute violence envers la fillette, mais se justifie avec un aplomb incroyable. Elle me dit, mais vous comprenez, mais c'est de sa faute aussi tout ce qui m'arrive. Est-ce que vous vous rendez compte que si j'ai dû divorcer, c'est parce que son père m'a trompée avec elle? Alors là, on est dans la 9e dimension. Dans ces situations de maltraitance, on ne retrouve jamais les coups ou les abus sexuels seuls, ils sont toujours associés à un discours profondément disqualifiant pour l'enfant. Tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, avec tous les sacrifices qu'on a fait pour toi, regarde comment tu nous remercies. Et de toute façon, l'enfant ne pourra jamais contenter ses parents dans un tel contexte. Certains adultes s'y essaient malgré tout toute leur vie, sans succès,
et passent à côté souvent de leur propre vie. Alors, les violences familiales ne surgissent pas de manière inopinée dans n'importe quelle famille. Si personne n'est à l'abri d'un dérapage occasionnel, cela n'a cependant rien de comparable avec les violences récurrentes érigées en principe éducatif ou encore avec la maltraitance. Précisons que les violences éducatives et la maltraitance intrafamiliale constituent des infractions pénales lorsqu'elles portent atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant. Elles sont donc punies par la loi, plus ou moins lourdement suivant les faits. Les auteurs de ces violences intrafamiliales, qu'ils soient hommes ou femmes, car les mères sont aussi concernées, c'est un tabou, le tabou ultime. Ces auteurs donc de violences présentent certains points communs. La plupart ont été eux-mêmes en tant qu'enfants exposés à des violences, soit dans leur famille, soit par exemple en internat pendant leur scolarité, en colonie ou en camp de vacances. Ils ont aussi pu vivre enfants dans un contexte militaro-politique qui était générateur de violences graves. Dans tous les cas, ces personnes, enfants, ont été abandonnées à leur sort, laissées seules avec leurs souffrances, souvent désavouées dans leur vécu traumatique, et ce passé traumatique peut alors ressurgir à l'âge adulte comme un boomerang quand elles deviennent parents. Et ce passé traumatique, violent, ressurgit sous forme de violence exercée contre leur enfant. C'est ce que l'on appelle la répétition transgénérationnelle. La colère, la rage ressentie contre l'auteur des violences que l'enfant a refoulé, qu'il n'a pu exprimer car il était dépendant de l'adulte pour sa survie, va alors être projetée en aval sur son propre enfant. On me l'a dit, il faut que je me venge, dit le loup à l'agneau dans la célèbre fable de La Fontaine. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout enfant violenté ne devient pas un parent violent. Loin de là. En revanche, tout parent violent est un ancien enfant qui lui-même a été violenté d'une manière ou d'une autre. Nous allons maintenant parler des conséquences qu'ont ces violences intrafamiliales sur le développement des enfants et leurs répercussions dans la vie adulte. Deux principes généraux sont à garder en mémoire à ce sujet. Le premier, c'est que plus l'enfant est jeune, plus les violences exercées sur lui le sont par un proche, un adulte tutélaire, et plus le développement de sa personnalité va en être affecté. Le deuxième principe, c'est que le stress précoce constitue un perturbateur du fonctionnement cérébral. Depuis plus de 20 ans, les progrès médicaux et scientifiques ont favorisé la compréhension de l'impact de ces violences familiales sur le développement de l'enfant. Ces recherches approfondies sont venues confirmer biologiquement ce que la clinique psychologique décrivait jusque-là, et les hypothèses théoriques, celles du trauma par exemple, qu'elle avançait. Ces résultats scientifiques soutiennent l'idée que les traumatismes précoces ne sont pas seulement psychologiques. Ils s'inscrivent biologiquement dans le cerveau en développement, celui de l'enfant. Ces violences familiales possèdent en effet la spécificité d'être à l'origine d'un état de stress toxique chronique. Alors, à quoi est dû cet état de stress toxique chronique? Il est dû à une augmentation significative du cortisol, une hormone appelée l'hormone du stress, qui est produite par les glandes surrénales, qui se situent juste au-dessus du rein. Alors, je donne quelques données biologiques et anatomiques parce que c'est important de voir à quel point le corps est impacté par ces violences et pas seulement le psychisme. Donc, ce cortisol sanguin, en taux trop important, agissent sur le cerveau. Et les techniques d'imagerie cérébrale ont permis de mettre en évidence chez le bébé et le jeune enfant
des perturbations de certaines zones de son cerveau en développement. Ces altérations sont la conséquence directe de cet état de stress chronique provoqué par les violences. Alors, de quelles zones cérébrales s'agit-il? Quelles zones sont les plus ou seraient touchées? Les travaux sont assez avancés encore dans ce domaine, hein. Donc, on peut s'appuyer sur eux. Donc, il s'agit d'abord du cortex préfrontal. Ça se situe juste devant le front, là. Cette zone cérébrale est impliquée dans la mémoire de travail, dans l'inhibition des comportements inappropriés, dans la détection des erreurs et dans la détection du danger, dans la gestion des conflits et dans le contrôle cognitif, donc tout ce qui concerne la connaissance. L'autre zone cérébrale touchée, c'est la zone dite limbique. Alors, elle est plutôt à l'arrière de la tête. Elle comprend l'amygdale, alors pas l'amygdale de la gorge, hein, l'amygdale qui se situe dans le cerveau, l'hippocampe et l'hypothalamus. Et cette zone limbique joue un rôle essentiel dans la régulation des émotions, dans la mémoire et dans la gestion du système endocrinien, donc tout ce qui est hormonal. Il est spectaculaire de comparer les résultats de l'imagerie cérébrale du cerveau en développement de deux petits-enfants. Celui soumis à un stress chronique montre clairement une atrophie de ces zones préfrontales et limbiques. On appelle ça une fonte cérébrale. Et le plus extraordinaire, c'est que si on remet l'enfant dans un milieu adapté à ses besoins, un milieu où il ressent de la sécurité et où il n'est pas soumis à la violence, il y a reprise du développement de ces deux zones cérébrales qui étaient atrophiées. Mais plus l'intervention est précoce, plus la reprise de développement est possible. En dehors de son action sur le développement du cerveau, l'état de stress chronique dont nous parlions tout à l'heure compromet aussi le bon fonctionnement du système immunitaire et puis différents métabolismes. Il a aussi, les violences intrafamiliales ont également des conséquences psychologiques dans la mesure où elles perturbent le processus d'attachement avec les figures d'attachement premières, en général les parents. Le lien d'attachement, c'est la base de notre sécurité intérieure et de notre estime de nous-mêmes. Et donc, il conditionne la nature et la qualité de nos relations. Ces perturbations physiologiques et psychologiques, donc consécutives aux violences intrafamiliales, sont à l'origine d'un cortège de symptômes physiques, cognitifs et psychologiques chez l'enfant. Nous en citerons quelques-uns. Donc, parmi les symptômes physiques, vous retrouvez des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles pulmonaires comme l'asthme par exemple, des troubles cutanés comme l'eczéma, beaucoup de douleurs abdominales. Vous avez des symptômes qui touchent la sphère cognitive avec des difficultés d'attention, des difficultés de mémorisation et de concentration qui ont évidemment des retentissements sur les apprentissages et donc la scolarité. Et puis, tout un cortège de symptômes psychoaffectifs, des troubles anxieux avec des peurs, des phobies, une hypervigilance, un besoin de contrôle constant sur l'environnement, et puis des troubles de l'humeur qui concernent souvent les deux extrêmes. Alors, vous pouvez observer soit des crises de colère explosives ou des troubles oppositionnels et puis beaucoup d'agressivité, ou à l'extrémité du spectre, une inhibition massive et un repli sur soi, une forme d'indifférence et d'anesthésie émotionnelle. Les troubles de l'attachement sont perturbés et donc perturbent la capacité de l'enfant à entrer en relation de manière adaptée. Alors à l'adolescence, on retrouve aussi des troubles. Ce sont principalement des troubles alimentaires avec anorexie, boulimie, alternance des deux, des conduites addictives précoces, alcool, toxicomanie, des troubles anxio-dépressifs avec une faible estime de soi,
un sentiment de honte chronique, des conduites de mise en danger, alors des fugues précoces, des tentatives de suicide, et beaucoup de difficultés relationnelles et scolaires. Et à l'âge adulte, on continue. Le stress développemental chronique est associé aussi à divers troubles. Alors, parmi les symptômes physiques, là, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait trop long, mais parmi les symptômes physiques, vous avez notamment beaucoup de douleurs chroniques, articulaires, musculaires, beaucoup de douleurs abdominales aussi qu'on retrouve. Parmi les symptômes psychologiques, alors au premier rang, les troubles anxieux et les dépressifs. Et puis les troubles relationnels avec des difficultés à entretenir des relations pérennes de bonne qualité. D'où les conséquences concrètes dans la relation, dans la vie quotidienne, dans les relations amicales, amoureuses, familiales. Alors, les recherches scientifiques, tant à l'étranger qu'en France, ont confirmé des augmentations du risque de survenue de certaines maladies à l'âge adulte, consécutives aux violences intrafamiliales subies dans l'enfance. Donc, je citerai là rapidement une étude du docteur Vincent Felitti sur une cohorte quand même de 17 000 adultes. Et ces résultats mettent en évidence le rapport entre l'exposition d'enfants à des violences familiales et l'augmentation du risque de survenue à l'âge adulte de certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires, des cancers, certaines maladies chroniques, une incidence plus élevée d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète et d'insuffisance respiratoire. Également un risque accru au niveau cognitif de démence et aussi beaucoup de tentatives de suicide. Ces effets biologiques induisent une fragilisation de la santé physique globale. Je cite à l'appui le docteur Céline Gréco, donc une Française, qui est chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui a écrit une biographie aussi sur sa propre vie, qui s'appelle La démesure, et qui a travaillé beaucoup sur le plan clinique et sur le plan expérimental sur les expériences négatives de l'enfance. Ça, ce sont des travaux assez récents et je vous cite sa conclusion. Les enfants ayant subi des violences et qui ne sont pas pris en charge précocement peuvent perdre en moyenne 20 ans d'espérance de vie par rapport à ceux qui ne les ont pas subis. 20 ans d'espérance de vie en moins. D'où l'importance d'une prise en charge extrêmement précoce, à la fois somatique et psychologique. Alors, je dirais maintenant, et c'est par là que je terminerai, quelques pistes pour nos églises par rapport aux violences intrafamiliales que l'on pourrait rencontrer. Évidemment, la réalité d'une vie sur la terre marquée par le péché nous rattrape jusque dans notre vie chrétienne et les violences familiales participent de cette réalité et mettent à mal notre idéal chrétien. Grande est alors la tentation d'y réagir par l'attitude de ce que je nommerais les trois singes du déni. Ne pas voir, ne pas entendre et surtout ne pas parler. Donc, il est capital de sortir de l'aveuglement, de la surdité et du secret qui règne dans ces familles. Car cette attitude de déni est la pire des réactions pour les enfants victimes de violences intrafamiliales. En entretien thérapeutique, nombreux sont les adultes qui confient à quel point ils se sont sentis enfants victimes de violences familiales, abandonnés à leur sort dans l'Église, abasourdis que personne n'ait jamais rien vu, rien entendu, rien dit et donc rien fait. Eux se devaient de garder le secret, car ils étaient ou bien menacés,
où il savait qu'il fallait préserver le système familial. Il va sans dire, mais disons-le tout de même, que notre responsabilité à l'égard des plus vulnérables doit s'exercer au sein de l'Église. La Bible insiste sur le devoir d'assistance aux plus démunis, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Elle insiste sur la protection de la veuve et de l'orphelin. Or, dans les familles à transactions violentes, l'enfant se sent comme orphelin, ayant perdu un père ou une mère sécurisant, fiable, en capacité de lui apporter protection et amour altruiste. Pour certains, l'éducation chrétienne dispensée à l'Église en même temps que les violences qui se passent en famille constitueront un puissant vaccin contre le Dieu de l'Évangile. Ils rejetteront Dieu, Dieu le Père, sur lequel ils projettent l'autoritarisme et l'arbitraire parentaux qu'ils ont connus enfants. D'autres resteront malgré tout attachés à leur foi, et j'incline à penser que cela relève d'un véritable miracle de la part de notre Dieu. Après le repérage de ces violences, il importe de secourir et d'accompagner. Certaines situations graves imposent des mesures de protection dès que les faits sont connus. Tergiverser, les différer reviendrait à tomber sous le coup d'une incrimination de non-assistance à personne en danger. On l'oublie peut-être un peu souvent, nos églises ne peuvent se dérober à la loi. En second lieu, pour avoir un réel impact, l'accompagnement doit s'intéresser au système familial dysfonctionnel dans son ensemble et envisager l'existence d'un phénomène de répétition transgénérationnelle. Il faut pouvoir écouter aussi l'histoire des parents auteurs de violences pour que la charge affective des événements passés ne continue pas à se décharger sur l'enfant. Mais la confrontation aux souffrances de son enfance peut conduire à l'émergence d'angoisses irrépressibles. Donc, dans les situations de violence familiale inscrites et répétées, un accompagnement pastoral est souvent associé à un soutien psychologique. Enfin, après le repérage, secourir et accompagner en deuxième. En troisième, résister. Alors, ces propos n'engagent que moi, là. Et je ne souhaite pas choquer, mais vous les fais partager. Résister, ça me fait penser aux femmes huguenotes qui ont gravé ce terme dans la pierre de la tour de Constance. Donc, résister à l'idéal de la relation fusionnelle dans les relations familiales, ce qui est très en vogue dans la société actuelle. Résister également à la notion de violence culturelle dans l'éducation, qui banalise ces violences familiales. Chaque habitude ou chaque coutume culturelle doit être passée au crible de l'enseignement biblique avant d'être conservée ou abandonnée. Car le c'est culturel, sinon, autorise tous les excès en opposant une fin de non-recevoir à la réflexion. Et enfin, résister à une conception ambiguë du pardon qui charge la victime de la démarche sans qu'aucune demande de pardon n'intervienne du côté de l'auteur des violences. La responsabilité s'en trouve déplacée, la culpabilité inversée, ce qui entrave grandement le processus de guérison. En effet, comment pardonner quand n'intervient aucune reconnaissance des torts subis? Une démarche de pardon implique une relation où il faut être deux pour aller au bout du pardon, entre celui qui demande le pardon et reconnaît ses torts et celui qui l'accorde. Sinon, elle ne peut être complète en l'absence de l'un des deux protagonistes. Il me semble que l'on assimile trop souvent la démarche de pardonner, dans le plein sens du terme, à celle de ne pas garder rancune, de ne pas entretenir d'amertume ou d'esprit de vengeance. La guérison est longue
est difficile pour les victimes de violences intrafamiliales et ceux qui les accompagnent veulent trop souvent brûler les étapes de la reconstruction intérieure, ajoutant alors la culpabilité spirituelle à la souffrance affective. Donc, il me semble que conjuguer réalisme et espérance dans nos églises, en rapport avec le sujet qui nous occupe ce soir, c'est ce vers quoi doit tendre l'accompagnement des victimes, afin qu'avec le temps, elles parviennent à retrouver leur place au sein de la communauté humaine et spirituelle. Merci à vous. J'espère ne pas avoir dépassé. Merci beaucoup, Agnès. C'était très riche. C'est aussi un sujet difficile dans le Oui. sens où euh, j'imagine que chacun d'entre nous peut se sentir concerné par l'une ou l'autre chose que tu as dite, en sachant que le péché étant, et la violence étant une tentation pour chacun de nous, inévitablement, on peut se retrouver dans les différentes catégories. J'ai apprécié les différentes catégories que tu as proposées, là, dérapage, violence éducative, maltraitance familiale en tant que système de fonctionnement. Voilà, j'imagine que beaucoup parmi nous se débattent avec des dérapages, mais voilà, sans doute que beaucoup parmi nous ont soit été témoins, soit peut-être connus ou vécu eux-mêmes l'un ou l'autre de ces niveaux de violence. Et donc c'est en ça que je dis que c'est un sujet difficile parce que c'est un sujet qui n'épargne sans doute aucun d'entre nous. Voilà, merci encore pour cette intervention très éclairante. Alors il y avait une question là sur le chat. Je propose qu'on passe aux questions. Euh, je prends la question qui dit: trouvez-vous plus de systèmes de destruction de l'enfant basés sur la désignation de bouc émissaire dans le milieu ecclésial que non croyant? Euh, Proportionnellement, je veux dire, ma question de fond est que la foi des parents ou de la fratrie peut facilement servir de justification et d'expression des violences intrafamiliales. Cela peut-il être pire que chez les non-croyants, avec en référence à 1 Corinthiens 5, où Paul dit aux Corinthiens que certaines situations morales qu'ils trouvent dans l'Église, on les rencontre même pas chez les païens. Donc, est-ce que, si je reformule un peu la question, est-ce que le milieu ecclésial peut surajouter une couche de violence? Alors effectivement, il peut agir de plusieurs façons. Alors, peut-être pas en surajoutant de la violence, mais en surajoutant de la culpabilité. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire face quand on est un enfant victime de violence et qu'on est dans l'église, au sermon, par exemple, enfant, obéissez à vos parents. On entend rarement la suite, d'ailleurs, prêcher sur la suite. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et ça, je le regrette beaucoup. Oui, et Paul ajoute tout de suite, hein, d'ailleurs. Oui, ça arrive vraiment en même temps, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir un excès qui est... Donc, c'est surtout ça qui me semble peser le plus peut-être sur les enfants ou les adolescents qui vivent des violences intrafamiliales. C'est d'une part le fait que ceux qui les entourent, les chrétiens qui les entourent, euh, ne voient pas, alors que parfois ils essaient de tendre des perches et ils vont, ce que je disais tout à l'heure, avoir tendance justement à projeter sur Dieu cette autorité abusive et se représenter Dieu comme un Dieu sadique qui les attend au tournant. Et alors là, la notion de la grâce est très très difficile
à vraiment intégrer. On peut l'intégrer sur le plan intellectuel, mais la faire sienne vraiment au plus profond de soi, c'est très difficile. Je trouve que c'est sur ces questions-là que les questions se posent le plus. Je te pose directement la question suivante. Que faire si la personne qui a subi des violences ne reçoit jamais de pardon, de reconnaissance des faits? On doit bien tout de même l'accompagner. Alors, il dit à relâcher le pardon, je ne sais pas exactement à quoi correspond l'expression, pour avancer dans sa propre vie. Donc, que faire si la personne qui a subi des violences ne reçoit jamais de pardon, de reconnaissance des faits? Quelle est Non, la place du non, pardon? là je ne comprends pas. Si elle l'a subi, elle ne peut pas. C'est pas elle qui. Attends, redis-moi là. Que faire si la personne qui a subi des violences ne reçoit jamais de pardon, Elle de ne peut pas reconnaissance des recevoir de faits, pardon. C'est là de où reconnaissance des justement, faits? voilà, c'est là où souvent on mélange parce que c'est presque à la victime de demander pardon. Mhm. Là, dans la question, c'est ce que ça implique. En tout cas, il y a une juxtaposition entre Voilà. la demande de pardon et la reconnaissance des faits. Voilà, donc effectivement, alors dans mon exercice professionnel, en 25 ans, j'ai vu deux parents reconnaître la maltraitance. Deux. Je pense que dans des systèmes inscrits de violence avec le principe éducatif au centre de l'éducation, la violence, oui, la violence éducative et la maltraitance, je ne pense pas vraiment, à moins d'un miracle qui n'est jamais à exclure, hein, lui étant souverain, mais je n'ai pas d'expérience de parents ayant reconnu la faillite du système. Ça reviendrait eux-mêmes à se remettre en cause et ce serait trop lourd et trop douloureux pour eux. Donc effectivement, l'accompagnement auprès de la victime va plutôt aller dans le sens de alors, pas lui dire de pardonner, justement, parce que ça rajoute une culpabilité impossible, puisque on ne lui a pas demandé pardon. Mais au contraire, euh, l'entendre dans ce qu'elle a vécu, ne pas la désavouer dans ce qu'elle a vécu, parce que c'est le désaveu qui est le pire. Donc, la croire dans ce qu'elle dit et l'accompagner pour que peu à peu sorte la colère, parce que ça, c'est une phase qui doit sortir à un moment ou à un autre. On ne peut pas brûler les étapes. Donc la phase de colère, elle a besoin de sortir. Sinon, de toute façon, elle sortira autrement. De toute façon, Par des sinon, maladies c'est le somatiques, corps qui parle, voilà, c'est tout à fait. Donc ça va être l'accompagner à justement, sans la culpabiliser, à sortir cette colère. Et peu à peu, les choses s'apaisent et elle va pouvoir cesser d'attendre. Alors ça, c'est difficile, hein, c'est difficile. Cesser d'attendre que l'auteur des violences reconnaisse qu'il a commis des violences. Donc, laisser le fardeau à l'auteur et vivre sa vie, elle, en se reconstruisant, en retrouvant une estime d'elle-même, euh, des relations plus équilibrées, mais en cessant d'attendre de son parent, si c'est le parent, ou dans la fratrie, si c'est le frère ou la sœur, en cessant d'attendre la reconnaissance de ce qu'elle a subi, parce que en réalité, ça arrive. donc c'est quelque part faire un deuil aussi au Voilà, sujet de ce tout à qu'on fait, espère ou de l'idéal qu'on attend tout à fait. aussi Ouais, de la repentance ou du oui, processus du pardon. oui. Enfin, c'est l'expérience, c'est l'expérience que j'ai vécue aussi bien en protection de l'enfance qu'en entretien individuel. Et on voit des adultes, mais des adultes de plus de 70 ans, attendre encore de leurs parents qui sont à l'EHPAD et qui en ont bientôt 100, la reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Et ils ont passé leur vie à essayer de satisfaire des parents pour se faire enfin aimer sans être violentés. Et ça, je trouve ça tragique. Ça dit aussi quelque chose de fort
du sentiment d'injustice, Oui, hein, et de déception, oui, sans doute aussi, oui, de ce que un père ou une mère a pu défaillir, n'a tout pas à fait. été voilà aussi bon et bienveillant qu'il sans doute il aurait dû l'être. Alors effectivement, et je pense pouvoir dire que cela est tout à fait possible, de faire le deuil. Alors, c'est plus facile, je dirais, de faire le deuil d'un père ou d'une mère que de faire le deuil de l'amour d'un père ou d'une mère. Ça, c'est très difficile. Mais Dieu est quand même là et il peut restaurer. Alors, ce n'est pas magique, justement, et il faut du temps. Il faut du temps, il faut du travail, mais c'est tout à fait possible d'y arriver. Tu as évoqué plutôt au début de ton intervention le cadre législatif français. Hum, Euh, Je pensais aussi en t'écoutant que on est passé il y a quelques années d'une génération où il était interdit oui, d'interdire à ben, voilà une quasiment suppression hum, de la gifle, de la fessée, hum. etc. Une question un peu sur ce thème-là. Comment répondre à un chrétien qui affirme que la violence, sous la forme de violence éducative, est nécessaire au bon développement de l'enfant, souvent en se basant sur Proverbe Ouais, 13-24. Il déteste son fils, celui qui ménage son ouais. bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Il y a un petit commentaire. Je me sens souvent coincé par cet argument quand j'affirme que la fessée fait partie des violences éducatives dites ordinaires selon la loi. Voilà, comment répondre à un chrétien qui affirme que la violence est nécessairement nécessaire au bon développement de l'enfant. Alors, il y a deux questions dans une. Donc, les données biologiques et psychologiques affirment que la violence n'est pas bonne sur le plan éducatif. Ça n'est pas de l'éducation. Ça, c'est une partie de la question. L'autre partie de la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des versets, effectivement, de l'Ancien Testament? Il y avait aussi la loi des reins, non, la loi de œil pour œil, dent pour dent, de la loi du talion. Est-ce qu'on l'applique? Est-ce que Jésus a reparlé, justement, il a reparlé dans le sermon sur la montagne de la loi du talion, en disant que justement, c'était, si je ne me trompe pas, la loi vous enseigne œil pour dent, mais moi, je vous dis, tendez votre joue. Euh, donc, il a remis aussi en question. Alors, bon, moi, je ne suis pas théologienne, je parle sous votre. Voilà, mais je me demande quand même si ce qui est dit dans les Proverbes n'est pas aussi, et qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, n'est pas à mettre aussi au même rang que certaines lois qui ne sont plus applicables depuis que Jésus est venu sur terre. Ça pose aussi plus généralement la question de l'application littérale Voilà. du texte biblique. Pensez-vous qu'il soit impossible qu'une victime soit restaurée si les personnes à l'origine de ces violences ne reconnaissent ni ne s'en excusent? Oui. J'ai pas toute la question. Là, on retombe sur Voilà, pour leur comportement et agissement. Voilà, donc ça, ce c'est qui très. rejoint un peu celle de tout à l'heure. Oui, mais effectivement, je pense que c'est la question centrale sur ce thème. C'est que faire quand on est désavoué dans son vécu et qu'il n'y a aucune reconnaissance du statut de victime. Donc, je répondrai par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est possible euh, si on abandonne l'idée euh, que le parent ou le membre de la famille qui a été violent demandera un jour ou reconnaîtra un jour. Je pense que c'est un deuil, effectivement, et comme tout deuil, ça demande du temps. C'est un processus, mais on peut y arriver. Alors, on en garde un petit handicap, hein, comme une jambe plus courte que l'autre, par exemple, mais un petit handicap affectif, mais ça n'empêche pas de vivre une belle vie. Mais ça prend du temps ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut être, alors pour le coup, que des personnes extérieures entendent et reconnaissent la souffrance vécue.
ça rappelle aussi que l'offense, ça impacte. Oui, Alors, on parle pas d'ailleurs de comment ça impacte l'offenseur, hein, mais oui, ça pourrait être un sujet aussi. Mais du fait que si l'offenseur ne reconnaît pas sa faute, oui. il y a quand même quelque chose qui reste en suspens, qui Mais cloche, oui, qui reste non réparé dans la relation. non achevé, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi, alors je me suis appuyée notamment sur l'ouvrage de Jacques Buchol, Le pardon et l'oubli, mais qu'effectivement, dans la démarche de pardon, ça implique les deux. C'est-à-dire que quand Dieu nous pardonne, il est là, il est prêt à nous pardonner, mais il faut qu'on lui demande pardon. Sinon, la relation n'est pas rétablie. Donc, si on veut vraiment rétablir une relation avec l'offenseur, il faut que l'offenseur reconnaisse qu'il a été offenseur. Une question dans le cadre des activités de l'Église. Quel conseil donner à un moniteur ou monitrice d'école du dimanche qui soupçonne des difficultés, des violences intrafamiliales chez un enfant, par exemple vivement colérique ou violent? Oui. C'est vrai que c'est parfois dans les activités de l'Église que Les les moniteurs sont en personnes première sont ligne un peu hein, à la pour. ligne. Ouais, ouais, ouais. Je reconnais que c'est très difficile. Alors, moi, j'aurais tendance à dire il faut faire remonter ça au conseil de l'Église. Mais pour avoir fait partie, moi, pendant 10 ans du conseil de mon Église, je me suis heurtée curieusement, à un problème qui m'a quand même pas mal fait réfléchir. C'est-à-dire que aussi, quand on touche à la famille, on obtient une fin de non-recevoir. La famille, c'est sacré, on n'a pas le droit d'aller y voir. Des jeunes qui vont avoir des relations prémaritales, là, on va les reprendre. Ce qui se passe en famille, ça reste en famille. On n'a pas le droit. Et c'est très difficile d'arriver à... Parce que la famille est très close en général, hein, dans les familles qui fonctionnent sur un plan de violence éducative ou de maltraitance. Ce sont des familles qui vivent en vase clos, souvent, sans ingérence de l'extérieur. Et elles sont très frileuses à faire entrer même le pasteur hein, dans le circuit. Donc, moi, là, je trouve que c'est un sujet extrêmement délicat. Donc, en tant que citoyen, si vraiment on a la preuve, si on a vraiment des indices objectifs de violence physique, par exemple, des traces, Oui. là, on est tenu de le signaler. On n'a pas le choix. On est obligé. Si ce sont des présomptions, alors là, il faut pouvoir s'entourer et puis bien connaître la famille, s'en approcher doucement. C'est très, très difficile. Parce que aussi bien dans le milieu chrétien que dans le milieu non chrétien, il est très difficile hein, de dénoncer les violences familiales. Est-ce que tu peux dire peut-être quelques mots concrètement s'il y a un signalement à faire, comment ça se passe, quelle est un peu la Alors le procédure signalement, voilà, si on fait un signalement, donc il faut, d'une part, le signalement ne se fait que pour un mineur, pas pour un majeur. Et si on fait un signalement, il faut l'adresser en général à la cellule de recueil des informations préoccupantes de l'aide sociale à l'enfance la plus proche, avec un récit le plus circonstancié possible, se basant sur des faits sans incrimination d'auteur autre qu'au conditionnel, en tournant des phrases, et vraiment en ayant des faits objectifs. Parce que la justice, elle fonctionne sur des preuves objectives. Et c'est pour ça que c'est très difficile, mais en protection de l'enfance, hors milieu chrétien, c'est aussi très difficile hein, de faire reconnaître des violences intrafamiliales. C'est très difficile. Parce que l'enfant est pris dans le secret. Et il est pris lui-même dans un conflit de loyauté terrible. Il aime ses parents, il est dépendant d'eux pour la nourriture, pour le logement, pour tout. Donc s'il les perd, qu'est-ce qu'il va devenir? une question un peu en lien là, et ce sera peut-être notre dernière question, je vois que l'heure avance.
Est-ce que l'Église peut réellement accompagner les violences intrafamiliales en dehors des situations de dérapage? N'y a-t-il pas un risque de manque de formation et donc de mal accompagné par compétences insuffisantes, ce que des personnes travaillant dans le domaine font avec l'expérience? Est-ce que l'Église ne peut accompagner que les situations dites de violence de dérapage En général, les violences de dérapage ne sont pas connues? ne sont pas connues, ne posent pas problème, puisqu'il n'y a pas de perte de confiance dans la relation avec le parent. C'est un dérapage qui reste vraiment occasionnel. Si c'était un dérapage continu, c'est plus un dérapage. Mm. Dans les systèmes de violence éducative et de maltraitance, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir s'entourer, euh, si le conseil est au courant, que le conseil s'entoure de personnes qui ont l'habitude de ces systèmes-là pour voir ce qui peut être mis en place. Je pense qu'effectivement, ça fait appel quand même à des notions précises, hein, aussi bien légales que théoriques. Et donc, il est difficile d'improviser, enfin de bricoler quelque chose, quoi. Si on veut s'informer davantage sur, un peu sur ces sujets, est-ce que tu aurais des ressources à nous proposer? Est-ce que le gouvernement propose aussi des documentations, des sites d'information où on peut... Ah, tu as évoqué quelques textes de oui, loi, où c'est est-ce qu'on ça. peut les Oui, retrouver? bah alors sur Légifrance, hein, sur le site Légifrance, on trouve, il suffit de taper violence intrafamiliale et là vous avez, je vous conseille ChatGPT, qui est extraordinaire pour la mise à jour des textes notamment. Vous avez aussi beaucoup de podcasts. J'ai cité par exemple Céline Gréco sur ses travaux sur les conséquences physiologiques des Ah, là, on est en train de maltraitances. remettre pas Voilà, mal d'informations. vous avez beaucoup de podcasts. Vous avez aussi ceux de Bernard Lampert que j'ai cité et qui, lui, était psychothérapeute et qui est mort maintenant, mais c'est de lui, lui a beaucoup travaillé sur cette différence entre le dérapage, les violences éducatives et la maltraitance. Il est extrêmement passionnant. Si vous avez le courage de lire son livre Dans la maison de l'ogre, c'est vraiment un ouvrage de référence. Vous avez aussi les livres d'Alice Miller. C'est une des premières à avoir théorisé sur ce point. Dans C'est pour ton bien. Donc, toutes les violences éducatives, notamment en Allemagne avant la guerre. Et elle fait elle établit une relation entre ces violences éducatives humiliantes et sadiques qui étaient la règle dans les familles, notamment bourgeoises et même de classe sociale plus modeste, et puis la montée du nazisme et l'adhésion des personnes au régime nazi. Euh, Vous avez aussi tous les podcasts de Pierre Lassus. C'est plus facile, peut-être plus accessible à beaucoup maintenant d'aller sur les podcasts et sur les liens. Vous avez aussi le site de Pierre Sabourin. Donc là, tout ça, je vous l'ai mis dans les ressources si vous voulez aller plus loin. Donc, alors, j'ai peu insisté sur les violences sexuelles parce que on en parle beaucoup en ce moment. Mais bon, si vous êtes dans tous les livres et tous les podcasts que je vous ai cités ou les sites des professionnels, vous trouverez des comparaisons bien faites et qui sont sûres. Enfin, on a tellement tout et son contraire sur les podcasts qu'il faut faire attention. Avec ces auteurs-là, vous pouvez y aller, vous aurez des informations qui sont sûres. Et pour les signalements ou les demandes d'aide, ben, vous avez le 119, l'Enfance en danger, l'Enfant bleu. Vous avez plusieurs organisations qui sont bien au fait et qui peuvent aider. On n'a pas eu le temps malheureusement de prendre toutes les questions. On arrive au bout de notre temps. Manuela, est-ce que je te passe la parole pour quelques annonces?
Et voici à venir le temps de quelques annonces en ce qui concerne l'IBN et notre actualité. Donc, quelques cours qui arrivent bientôt. Donc, on a un séminaire public sur le thème de l'eschatologie. Donc, entendez par là la doctrine de la fin des temps. Donc, ce séminaire public aura lieu le jeudi 9 et le vendredi 10 avril. Donc, c'est en présentiel sur notre campus à l'IBN. Donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Nous aurons aussi le début d'une session de e-learning. Donc, ces cours auront pour thème Jean 1 jusqu'à 12. Donc, voilà, donc c'est une session en e-learning. Vous pouvez apprendre à votre rythme. Donc, le début de cette session, c'est le 13 avril. N'hésitez pas là aussi à vous inscrire et à voir toutes les informations sur notre site web. En ce qui concerne les cours du samedi, donc les cours en présentiel, donc il y a une session qui commence sur la doctrine de la création avec Matt Moury, donc toujours en présentiel sur notre campus, donc les samedis 18 avril, 30 mai et 6 juin. Ensuite, pour les cours du lundi soir, donc en visioconférence, donc nous allons aborder le thème de l'annonce de la parole. Donc voilà, comment prêcher, quelles sont les astuces à avoir, comment préparer une prédication, le contenu, qu'est-ce qui caractérise une prédication. Donc ce sera avec Richard Gélin en visioconférence à partir du mois de mai et ce jusqu'au début juin, le lundi soir en visioconférence. Et pour un peu plus tard, donc pour le début de l'été, nous avons notre séminaire d'islamologie, voilà, qui se passe comme chaque année, donc du 8 juillet jusqu'au 15 juillet, donc voilà, 2026. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire et d'être hébergé sur place, mais il faut s'y prendre assez tôt. Donc n'hésitez pas, toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur notre site web, donc ibnogent.org. Merci beaucoup. Merci pour ces infos. Voilà, on va arrêter là cette soirée. Merci encore Agnès pour cet apport et les réflexions que cela poursuit ou suscite. C'est, voilà, comme on l'a dit en introduction, malheureusement un sujet sur lequel on n'a pas fini de travailler, chacun pour nous-mêmes, face aux différentes tentations de violence qui sont les nôtres, mais aussi pour être à l'écoute et puis protéger aussi d'autres. Voilà, je propose simplement qu'on termine par la prière avant de se séparer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment voilà, d'instruction et aussi d'échange. Tu connais nos parcours de vie à chacun. Tu sais comment ce thème des violences intrafamiliales résonne pour chacun d'entre nous. Euh, Tu vois les questions qui sont restées en suspens. Voilà, nous te prions de poursuivre ton œuvre dans nos vies. Nous savons que c'est une œuvre de reconstruction, mais tu connais nos blessures, tu sais par quoi nous sommes passés et ce pourquoi nous avons besoin de guérir. Nous savons qu'un jour, tu essuieras toute larme de nos yeux, mais nous rappelons que ce temps n'est pas encore arrivé, et donc dans ce temps d'attente, mais aussi d'espérance, nous te prions que tu nous viennes en aide. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et c'est sur ta présence que nous voulons compter pour la suite de cette semaine. Amen. Merci à tous, merci pour votre présence, votre participation. Et puis à bientôt pour un prochain Zoom Théo. Bonne soirée, bonne fin de soirée.